Radio Cyrnéa, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes... Frère Thierry, tu peux nous présenter l'invité? On a la grande joie de recevoir Monsieur Asselineau, qui est un personnage respectable, qui a fréquenté les cabinets ministériels, mais avant a fait HEC, l'ENA, et qui s'est frotté, disons, au monde politique. Le thème retenu aujourd'hui, puisque vous êtes aussi un juriste, vous avez des bonnes connaissances du droit et des institutions, du droit constitutionnel, un sujet qui agite un peu l'opinion, plus ou moins, bien que peu de gens vont se déplacer pour voter, aller faire ce geste plus ou moins caché au ciseaux, comme on va dans certains endroits. C'est plus un main levée, hein. Ben oui, au temps de la Révolution française, c'était un main levée. Bon, peu importe, n'ironisons pas. On va parler aujourd'hui de l'Europe, du projet européen. Alors bien sûr, il y a deux noms qui, bien sûr, viennent à l'esprit, Monnet et Schuman. Pouvez-vous évoquer ces deux personnages dont on s'est aperçu quelques années plus tard qu'ils étaient plus ou moins, disons plus que moins, des agents américains? Alors d'abord, merci de me recevoir dans la perspective des prochaines élections européennes. Je trouve que les questions que vous me posez sont particulièrement judicieuses. Il y a un joli proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et il y a un vrai problème en France sur ces questions européennes, c'est que l'on a l'impression d'une poule à laquelle on a coupé la tête et qui continue d'avancer sans se poser la question du où on va, le pourquoi du comment. Il y a une espèce d'hystérie d'ailleurs sur la scène politique française quand on commence, comme je le fais depuis 12 ans, à remettre en cause le principe même de la construction européenne. Ça a pris une valeur quasiment de dogme religieux. C'est devenu, question de sacré. Voilà, c'est question de sacré. D'ailleurs, la langue en témoigne, puisque l'on parle d'eurosceptiques ou d'Européens convaincus. Or, la conviction, la conviction et le scepticisme relèvent du domaine de la foi. Oui, mais alors je vais vous arrêter et être impertinent, malgré tout le respect que je vous dois. Si on prend le manuel de droit constitutionnel de Burdeau, c'est un manuel qui a formé des quantités de générations de juristes, où il montre bien que la démocratie est d'essence religieuse. Alors que Burdeau n'est pas du tout, disons, il est plutôt un disciple de Montesquieu, de Rousseau, ainsi de suite. C'est pas du tout la position de Maurras, bien qu'ils se rejoignent là-dessus. Alors, frère Thierry, je vous propose de ne pas élargir le débat avec ça, mais moi je veux bien qu'on vienne parler de démocratie. On reste dans le débat. L'Europe. Alors l'Europe. Restons sur l'Europe. Donc, Monnet, première chose qu'il faut Monnet, Schuman. Première chose qu'il faut que les auditeurs aient bien à l'esprit. On dit un Européen convaincu, un eurosceptique. On dit pas un Français convaincu, un franco-sceptique, ou un germano-sceptique, ou un luso convaincu, ou un gréco-sceptique. Parce que être grec, être portugais, être allemand, être français, ce sont des faits. En revanche, européen, ça n'est pas un fait, si vous me le permettez, c'est un fantasme. C'est une névrose. Une névrose, c'est une construction. Une névrose, ça, vous savez, c'est une espèce de processus psychologique qui empêche de vivre au présent et qui reporte toujours à plus tard l'avènement de la vie heureuse, etc. C'est une sorte d'utopie. Voilà, c'est une utopie. Et on pourrait dire que cette utopie est en phase avec une autre utopie. Le mondialisme. Oui, mais parce que autrefois, si on prend les mythologies, par exemple gréco-latines, il y avait l'âge d'or au début de l'humanité. Là, elle est devant nous. Absolument. Alors, c'est important, je pense, de rappeler ça parce que cette utopie, elle s'est concrétisée de plusieurs façons. Et lorsque vous parlez à des pro-européens, il y en a quelques-uns qui vous disent, mais vous comprenez, l'Europe de Dante, l'Europe de ci, l'Europe de ça. On se rattache de ce point de vue-là à une idée très très ancienne, qui remonte
on pourrait presque la faire remonter à Octave Auguste, au premier empereur de Rome. C'est l'idée d'avoir un État total qui regroupe toutes les terres connues. C'était Auguste Imperator, c'est-à-dire l'empereur. Et l'Empire romain, auquel on songe souvent, notez bien que ça n'était pas un empire européen, c'était un empire qui était centré autour de la Méditerranée. C'est-à-dire que on trouve le même type de monuments à Vaison-la-Romaine en France, en Grande Grèce, c'est-à-dire en Sicile, ou en Syrie, mais aussi en Algérie à Djamila on trouve ça aussi en Tunisie, etc. ou à Volubilis. Donc sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. En revanche, il y avait des zones de l'Europe continentale, de l'Europe géographique actuelle, qui n'ont jamais été conquises par Rome. C'est notamment l'Écosse, au-delà du mur d'Adrien, l'Irlande, toute la Scandinavie, et puis j'irais dire l'Allemagne prussienne et tous les pays de l'Est. L'Empire, dans sa plus grande extension, c'était sous Trajan, a conquis la Dacie, qu'on appelle la Roumanie. La Roumanie, c'est le pays des Romains, justement. Bon. Alors là, vous avez donc une espèce de filiation qui remonte avec des soubresauts, notamment ce très grand événement historique de l'an 800, Noël, le 25 décembre 800, lorsque Charlemagne décide de se faire couronner empereur d'Occident. Il le fait pourquoi ? Parce que au sud, donc Charlemagne, Charles le Grand, il mesure 1m80, donc il est très grand pour son époque. Charlemagne, il a mis sous sa coupe soit des propriétés privées à lui, soit de façon féodale avec des hommages liges de vassaux à lui-même. Il a ce qui est l'équivalent aujourd'hui de la France, de la Belgique, d'une partie de l'Allemagne, j'allais dire l'Allemagne rhénane, et puis le nord de l'Italie jusqu'à Rome. Et au sud-ouest de ces territoires, il a donc la péninsule ibérique qui relève du califat de Cordoue, puisque les musulmans sont arrivés, c'est une épopée fantastique d'ailleurs. En 632, c'est le début du calendrier musulman, c'est la mort du prophète, et vous avez donc en 732, 100 ans après, la bataille de Poitiers. Donc ça veut dire que la péninsule hispanique est un concurrent, j'allais dire, à cet empire planétaire. Le califat de Cordoue, qui s'est séparé du califat de Bagdad. Et au sud-est, vous avez ce qui est aujourd'hui, ce qui était naguère la Yougoslavie, aujourd'hui la Slovénie, la Croatie, etc., qui, elle, relève de Byzance, de l'Empire byzantin, qui est, comme vous le savez, la deuxième Rome, qui est le prolongement de l'Empire romain, qui va durer jusqu'en 1453. Et donc, Charlemagne décide de relever cette espèce de fantasme d'empire universel. Ça tombe bien parce qu'il a le pape qui est sous son autorité, Léon III, et il y a une espèce d'accord diplomatique et politique entre Charlemagne et Léon III. Charlemagne va à Rome, se fait sacré empereur d'Occident. Donc il relève le mythe de l'empire universel. Tout le monde y trouve son compte. Léon III, il assure la primauté du spirituel, puisque c'est lui qui couronne l'empereur, dont il relève en fait pour sa sécurité. Quant à Charlemagne, lui, il voit dans cette onction divine une justification à son pouvoir temporel. Donc, j'en cite parce que très souvent, regardez, aujourd'hui, on accorde le prix Charlemagne au grand européen de l'année. On sait plus ce que c'est. Voilà, Charlemagne, ça a été donné récemment à Macron, qui a eu le prix Charlemagne. Pourquoi pas? Voilà. Mais on a donné le prix Charlemagne aussi à Bill Clinton. On pourra en reparler si on a un petit peu de temps. Alors, ça, c'est toute une filiation. Juste une parenthèse pour la Corse. Oui. C'est à ce moment-là qu'on devient État du Vatican parce qu'on dépendait de Charlemagne. Ah, absolument. Voilà. Alors là, c'est le côté corse. Bravo. Qui ressort. Bravo. Alors, notez bien que cette double filiation spirituelle et temporelle, on va la retrouver jusqu'au XXe siècle. Et après la Seconde Guerre mondiale, enfin, parfois on est un peu, on se sent un peu bête de rappeler des évidences, mais je le fais quand même parce que parfois les gens l'ont oublié. Le fait générateur, c'est de la construction européenne actuelle, même si on peut remonter les prémices avec le discours du Victor Hugo en 1849 sur les États-Unis d'Europe, avec le plan Koudonov-Kalergi au début du XXe siècle, avec également le pacte Briand-Kellogg's, etc. Mais le fait générateur, c'est dans les années 30, une oligarchie financière qui essaie de faire apparaître un grand marché. Et le projet hitlérien, je suis désolé de le dire, je sais que ça va soulever des tempêtes, mais c'est quand même la vérité historique absolue, c'est que le projet hitlérien n'était pas
de mettre toute l'Europe, que toute l'Europe devienne le Grand Reich. Non. Le Grand Reich allemand, c'était une chose, mais le projet hitlérien, c'était das Neue Europa, la nouvelle Europe, et une Europe qui serait, il y a eu des expositions en France en 1941-1942, qui montraient un grand marché unique avec des trains sans frontières, les échanges, etc. Et la France était cantonnée à perdre son industrie et à être une puissance agricole et une puissance de tourisme qui était dans cette Europe où il y aurait une répartition des rôles. Il faut comprendre que, à l'époque, beaucoup d'industriels américains favorables à l'apparition de ce grand marché ont soutenu ce projet, ont soutenu d'ailleurs l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Ça fait partie des révélations historiques qu'on a découvertes au cours des 20 dernières années, notamment les travaux d'Anthony Sutton. Quelqu'un comme Prescott Bush, par exemple, a contribué au financement de l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. C'était le grand-père de George W. On a eu également des gens comme Henry Ford, qui est allé en Allemagne, qui a été décoré de la plus haute distinction nazie. Mais il avait même, disons, une sympathie idéologique. Voilà. Bon. Il y avait aussi Édouard VIII. Bon. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le truc s'effondre, lorsque l'Allemagne nazie s'effondre, les Américains, vous rappelez-vous, donc en 43, conférence de Téhéran avec Roosevelt, Staline, Churchill. C'est là que sont jetées les premières bases de la partition de l'Europe d'après-guerre. Confirmé l'année suivante, en 44, à la conférence de Yalta, toujours avec les mêmes Roosevelt, Staline, Churchill, et confirmé de nouveau en 45 avec la conférence de Potsdam. Alors ça, c'était en juillet 45, je crois. Entre-temps, Roosevelt est mort le 12 avril 45, donc cette fois-ci, c'est Truman, toujours Staline, et Churchill, je crois, que ce soit Staline, non, je crois que c'était Churchill. Dans les trois cas, d'ailleurs, De Gaulle a été tenu à l'écart. Et c'est peut-être pour ça aussi que De Gaulle s'était opposé aux prémices de l'Europe actuelle. Absolument, parce que ce qui s'est passé dans ces années décisives, c'est que les Américains ont repris le projet de nouvelle Europe hitlérienne, mais en évacuant évidemment les aspects idéologiques, certains aspects idéologiques, notamment la suprématie raciale, l'antisémitisme, etc., etc. Donc en toilettant ça, mais en gardant le canevas, j'allais dire, économique et financier, l'idée d'un grand marché, etc. Et puis ils ont placé ça sous l'autorité anglo-saxonne, puisque ces conférences de Téhéran et Yalta et Potsdam ont eu pour conséquence de partager l'Europe en deux. Il y avait l'Europe qui était placée sous l'autorité de Staline, et toute l'Europe de l'Est, et l'Europe de l'Ouest qui était placée sous l'autorité des anglo-saxons. Voilà. Et c'est pour ça aussi que De Gaulle était plus que réticent à l'intégration de l'Angleterre. Voilà, parce que De Gaulle avait compris que, en fait, cette idée européenne n'était pas une idée européenne, en fait. C'était une idée russe d'un côté et américaine de l'autre. Et que, là-dedans, la France avait été complètement tenue hors jeu. Alors, et on peut dire que soit Monnet ou Schuman, aujourd'hui on le sait, étaient plus ou moins les échos de la pensée américaine. Mais c'était des agents américains. Oui, c'était des agents américains. De Gaulle le dit sans embâge. Il le dit dans le C'était de Gaulle à Perfit. Il dit, je le cite de mémoire, Monnet était un malade avant tout soucieux de travailler pour les Américains. Jean Monnet, qui était un négociant en cognac. C'est quand même la réalité. On se demande comment cet homme a pu avoir un rôle aussi éminent. En fait, il était devenu une espèce de Père Joseph des relations entre la France et les États-Unis, et il a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Les Américains, lorsque ils ont débarqué, rappelez-vous, avec l'opération Torche, fin 42, en Afrique du Nord française, les Anglo-Américains, et sans avoir prévenu De Gaulle d'ailleurs, ils ont, au bout de 48 heures, pactisé avec l'amiral Darlan, qui était le dauphin de Pétain, et les Américains préféraient Darlan à De Gaulle. Les Américains n'ont jamais reconnu la France libre. Il faut bien le comprendre. Oui. Parce que les Américains avaient compris que De Gaulle leur résisterait, alors que vous voulez bâtir un empire, une espèce de glacis géopolitique sous leur domination. Oui, en se servant de certains thèmes à l'époque. On peut penser par exemple à Maritain, qui a été longtemps en Amérique, qui était professeur de philosophie à Paris, et qui a une vision, on parlait tout à l'heure de Charlemagne, d'une nouvelle chrétienté, mais d'une chrétienté non sacrale, donc
était très éloigné de la chrétienté médiévale, et avec une exaltation de la démocratie de type américaine. Alors Je pense que ça, la pensée de Maritain a marqué toute la démocratie chrétienne, aussi bien en France qu'en Italie. Alors vous avez tout à fait raison, parce que dans cette construction européenne de l'après-guerre, il y a donc eu deux grandes forces qui l'ont portée. D'une part, les États-Unis d'Amérique, dans leur compétition sur le leadership mondial, envers le leadership mondial vis-à-vis de Moscou. Donc c'était le glacis géopolitique qui leur avait été octroyé, et ils ont eu l'idée de faire établir un marché commun et d'inclure ça dans l'OTAN, de même que quelques années après, les Russes ont fait pareil, en créant un marché commun qui s'appelait le Comecon, dans lequel l'URSS était, alors que les États-Unis n'étaient pas dans le marché commun, et le pacte de Varsovie, qui est le copier-coller de l'OTAN. Donc ça, c'est la force, j'allais dire, temporelle. C'est le Charlemagne des années 50. Et puis, il y a le Léon III des années 50, c'est-à-dire que la deuxième grande force a été le Vatican. Et vous avez raison, la construction européenne s'est beaucoup appuyée sur la démocratie chrétienne, et notamment sur Pie XII. Pie XII, le pape Pie XII, était absolument convaincu qu'il y avait un risque majeur de triomphe du communisme dans le monde, et donc le Vatican faisait cause commune avec les États-Unis à l'époque pour promouvoir cette construction européenne. Il faudrait être peut-être plus nuancé que ça, parce que dans les textes de Pie XII, comme d'ailleurs, c'est surprenant, sous la plume de Jean-Paul II, Mémoire et identité, il y a une exaltation des valeurs de la nation. Donc l'Église ne cherchait pas à l'époque, disons, à gommer les nations. Il parlait d'un ordre juste. Alors, c'est exact, mais on peut quand même dire que dans les années... D'ailleurs, le drapeau européen que nous avons, le drapeau bleu aux étoiles d'or, c'est un secret, c'est un semi-secret. Oui, les 12 étoiles de Marie. Oui, et c'est lié par les Européens. Mais à l'époque, il faut voir aussi... que ce soit en Italie ou en France, même une bonne partie des communistes fréquentaient l'Église. Oui, c'est vrai. On n'est pas à la situation actuelle où le catholicisme représente 1% en France. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est dans des années... la naissance du drapeau européen, c'est 53-55, du drapeau qui d'abord, à l'origine, est le Conseil de l'Europe. Et c'est exactement au même moment où vous savez que le Pie XII, on parle beaucoup de l'hyperdulie de Pie XII, de sa dévotion à la Sainte Vierge. En novembre 54, il prononce le dernier dogme en date de l'Église catholique, qui est le dogme de l'Assomption de la Vierge. En novembre 54, il affirme avoir été une visitation de la Vierge dans les jardins du Vatican. C'est dans cette atmosphère générale-là qu'apparaît, en effet, le drapeau de la Sainte Vierge, le drapeau tiré de l'Apocalypse de Jean. On a donc ce que les communistes, d'ailleurs, à l'époque, vont dénoncer en étant l'Europe vaticane et l'Europe américaine. On a ces deux grandes forces qui vont aller de l'avant, qui vont travailler ensemble, on pourra dire, jusqu'à la chute du communisme. Et puis, au moment de la chute du communisme, et aujourd'hui, je crois qu'il y a un malaise dans l'Église, c'est que jusqu'à la chute du communisme, l'Europe vaticane et l'Europe américaine faisaient cause commune. Et puis, depuis lors... Plus ou moins, je vous nuancerai. Plus ou moins, mais bon, quand même, on peut dire... Par exemple, lorsqu'il y a eu le vote en août 54 des gaullistes et des communistes en France contre la communauté européenne de défense, je pourrais vous produire la réaction du père jésuite dans comment dirais-je, l'un des organismes officieux, l'un des organes officieux du Vatican, qui... Civitas Catholica. Civitas Catholica, absolument. Oui, qui mais dit, ça, disons... on a pris un risque terrible vis-à-vis du communisme de niveleur, etc. D'accord, mais on va pas faire un débat d'historiens ou d'experts sur ces questions-là. On peut pas dire que la politique vaticane coïncidait parfaitement avec la politique américaine. Non. Je vais vous donner quelques exemples à contrario, pour que nos auditeurs comprennent. C'est vrai que le danger imminent, c'était quoi en Europe? La prise du pouvoir par les communistes. On y croyait. Oui, on y croyait. Il y avait un danger réel. Et si De Gaulle a résisté aux communistes, on peut dire que c'est en partie grâce à Staline. Même si c'est un raccourci un peu brutal. Mais regardez, le Vatican a soutenu Franco.
On ne peut pas dire que l'Amérique, même s'il a toujours eu des relations diplomatiques avec Franco, c'était le modèle... Oui, mais enfin, ça faisait partie quand même de l'OTAN. Ah non, il n'était pas de l'OTAN, l'Espagne à l'époque. Oh. Ah non, il ne faisait pas partie de l'OTAN, ni le Portugal. Ah bon ? Il faudrait que je revérifie ce point. Oui, enfin, ni le Portugal. Ça n'était quand même pas des ennemis. Ce qui est sûr, c'est que les deux puissances travaillaient dans le même sens, même si elles n'avaient pas les mêmes arrière-pensées. Et ce qui est sûr, c'est que le Vatican espérait un peu recréer une espèce de chrétienté. De chrétienté. Oui, alors ça c'était le mythe, développé par Maritain, qui a vécu, disons, jusqu'à Paul VI. Voilà. Mais alors que les États-Unis... Aldo Moro était le dernier représentant. Voilà. Les Américains, eux, avaient une vision militaire, géopolitique d'un côté et marchande de l'autre. Bon. Après l'effondrement du communisme, les deux visions se sont séparées, en réalité. Et alors il y en a accessoirement, si l'on peut dire, le Vatican n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut dans son influence sur l'Europe occidentale, n'a pas disparu complètement. J'aurais tendance à penser que les valeurs chrétiennes se sont laïcisées. Elles imbibent la société française, mais c'est vrai que les églises sont désertées. Et maintenant, le Vatican se retrouve dans une situation qui est un peu, qui ne sait plus très bien où il est, puisque il continue officiellement à être pour l'Europe. Le cardinal Ratzinger a pris le nom de Benoît XVI, parce que Benoît est le saint patron de l'Europe. Mais on sent d'une certaine façon que le cœur n'y est plus tout à fait, parce que la construction européenne, elle a évolué dans un sens de plus en plus pro-américain, de plus en plus marchand, et de plus en plus, en fait, religieux, pour pas dire irreligieux. C'est-à-dire que les valeurs portées désormais par la construction européenne, je ne porte pas de jugement de valeur personnelle, mais objectivement, sont contraires aux enseignements de l'Église dans bien des domaines. Bien sûr. Allons très rapidement. Aujourd'hui, ce Parlement européen, la Commission, est le résultat d'un relativement long processus. Essayez d'évoquer les grandes étapes. Alors moi, ce que je comprends de la situation, c'est que donc on part des années 50. On a une France qui se relève de la guerre. Il y a objectivement un certain soutien populaire à cette construction européenne parce qu'elle est présentée, elle va l'être très longtemps, elle l'est même encore un petit peu maintenant, comme étant porteuse que de bénéfices, que de la paix, que d'ouverture sur le monde, qui sont des choses que tout le monde censé souhaite, et qu'elle n'a pas d'inconvénients. C'était c'est-à-dire que moi je la commission du charbon et de l'acier. Voilà. Président, alors il y a la oui, mais au départ, c'était des traités sur des points très précis. Oui. Alors il y a la déclaration sur le charbon et l'acier qui, dit-on, a été non pas rédigée par Robert Schuman, mais par Dean Acheson au secrétariat d'État américain. D'ailleurs, quand vous regardez le détail, comment ça s'est produit, c'est absolument hallucinant parce que paraît-il que Adenauer n'avait pas été tenu au courant et qu'en l'espace, au saut du lit, débat d'accord. Enfin, tout ça, c'est des contes de fées. Il y a la CECA, il y a l'Euratom en 57 et le traité de Rome en 57. Mais on est encore très loin d'un Parlement européen et d'une institution qui tend à devenir supranationale. Voilà. Donc en fait, les grandes étapes, c'est la déclaration de la CECA et la création de la CECA, qui vont pas d'ailleurs produire des résultats extraordinaires, pas plus qu'Euratom. Le deuxième jalon historique, c'est le traité de Rome de 1957, avec 6 États, dont l'Allemagne de l'Ouest, et qui crée un marché commun. Ce qui se cache, l'idée derrière, c'est l'idée du Zollverein de Bismarck, c'est l'idée que l'on a vue aussi aux États-Unis, c'est l'idée que, à partir du moment, c'est une idée presque marxienne, à défaut d'être marxiste, c'est l'idée que des substructures vont agir sur les superstructures. L'idée qu'on va avoir un marché commun va faire apparaître une espèce d'homo europeus, comme il y avait l'homo soviéticus, une espèce d'homme européen qui va avoir le même marché, les mêmes marchandises, et progressivement on va voir apparaître comme une espèce de produit fatal, comme on dirait en chimie, une espèce de connivence entre les habitants de ça. Alors, le marché commun, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il est signé le 25 mars 1957. De Gaulle n'est pas au pouvoir, on est sous la 4e République, c'est sous le Premier ministre, enfin le président du Conseil, Félix Gaillard, on est à la fin de la 4e République, la France elle est essentiellement occupée par les affaires algériennes qui deviennent de plus en plus prégnantes, et le traité de Rome, il est signé d'ailleurs
un peu à la sauvette. En tout cas, les Français, on leur a jamais demandé leur avis. Quand on leur a jamais dit, voilà, vous allez signer le traité de Rome, est-ce que vous êtes d'accord au moment des élections législatives précédentes? Lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 58 dans les conditions que l'on sait, il est là pour régler l'affaire algérienne. Et De Gaulle va mettre sous le boisseau pendant 4 ans, jusqu'en 62, jusqu'à le règlement des affaires comment dirais-je, d'Algérie. De Gaulle va mettre ça de côté. Il va rien se passer. Le traité de Rome dans des années 58, 59, 60, 61, il se passe vraiment pas grand-chose. Juste 2 secondes. Vous parlez pas du Benelux? Oui, j'aurais pu parler du Benelux, c'est l'union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui était effectivement quelque chose de très important. Oui, une première tentative. 3 royaumes. Voilà. C'était quand même extraordinaire. Voilà, on a des premières tentatives. On aurait pu parler de bien d'autres choses, l'Union latine au 19e siècle, etc. Il y a eu des tentatives comme ça. Écoutez, je le disais tout à l'heure, je parlais de l'Empire romain, ça fait quand même 2000 ans que l'on essaie d'unifier ce continent et qu'on n'y parvient pas. Et soit dit en passant, quand on est un amateur d'histoire, on sait que quelque chose qui a toujours échoué depuis 2000 ans n'a aucune probabilité de réussir, et on est en train de le constater de nouveau. Alors, de 1957, plus exactement, du 25 mars 57 au 15 avril 62, en gros, il ne se passe pas grand-chose. De Gaulle est à l'Élysée, il règle l'affaire algérienne. Et puis une fois que l'affaire algérienne est réglée, plus ou moins bien, ça c'est une autre histoire. Mais donc il fait sa fameuse conférence de presse du 15 mai 62, les accords d'Évian datent d'un mois précédent, ou quelques semaines auparavant, et De Gaulle la met les pieds dans le plat. Et dans cette fabuleuse conférence de presse du 15 mai 62 qu'on trouve sur le site de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, dont on trouve également des commentaires sur notre site upr.fr, De Gaulle démasque ce qu'est la construction européenne. Il a tout compris. Il explique qu'en fait c'est une construction géopolitique anglo-saxonne et américaine, lâchons le mot, pour mettre la main sur le continent européen. Et il a une formule extraordinaire. Il dit qu'on ne pourra pas avoir de politique commune parce que les 6 pays qui sont là-dedans, chacun a sa propre politique. Et donc il dit que ça ne pourra pas marcher, sauf à avoir un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Mais, dit-il, ce serait, je cite de mémoire, mais, dit-il, ce serait alors tout à fait autre chose, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, avec, je le répète, un fédérateur extérieur. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ignorent, il y a une assemblée de parlementaires où vous avez les Européens et les Américains et les Canadiens. Ah oui, c'est l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là on est dans des années tout à fait décisives, lorsque De Gaulle fait ça, le soir même, ce 15 mai 62, le soir même, vous avez les ministres MRP du gouvernement, c'est-à-dire les centristes pro-européens, c'est le parti de Robert Schuman, qui claquent la porte du gouvernement. Et De Gaulle se retrouve sans majorité à l'Assemblée nationale. Or, De Gaulle, contrairement à ce qu'on disait, c'était pas un dictateur. Même s'il avait fait une 5e République, une constitution à sa mesure, il avait quand même besoin d'une majorité parlementaire. Et De Gaulle comprend qu'il n'a pas la majorité, parce que le parti gaulliste n'avait pas la majorité à soi seul. De Gaulle comprend donc qu'il a compris que la construction européenne était une machination américaine, pour dominer le vieux continent, mais il a compris aussi qu'il n'a pas les moyens politiques de s'en sortir. Et alors il va essayer de subvertir le projet, puisqu'il n'a pas la possibilité de dénoncer cette affaire. Contre mauvaise fortune, bon cœur, il va y rester, d'autant plus qu'à l'époque, il n'y a pratiquement rien qui a été fait, et il va essayer d'orienter le marché commun dans le sens de la France. Et il va faire quoi? D'abord, il va dire, il faut faire une politique, il va choisir la politique agricole commune. Et il va faire payer la rénovation de l'agriculture française par l'Allemagne. Parce que chaque pays va donner de l'argent à la Commission va redonner de l'argent, et à l'époque, la France, elle donne moins qu'elle ne reçoit, donc elle est largement bénéficiaire. C'est important de rappeler ça, parce que beaucoup d'agriculteurs, à notre époque encore, gardent le souvenir que les réglementations européennes, c'est terrible, les traités européens poussent à une agriculture hyper extensive, etc., donc ils rejettent massivement l'Europe, mais ils ont gardé quand même le souvenir que l'Europe les favorise parce qu'elle leur donne de l'argent. Et de fait, il y a toujours des subventions européennes à l'agriculture. Sauf que depuis De Gaulle, ça a complètement changé, puisque du temps de De Gaulle, on recevait beaucoup plus d'argent qu'on en donnait, alors que maintenant, c'est l'inverse. On donne beaucoup plus d'argent à la construction européenne que l'on en reçoit. C'est-à-dire que si l'on en sort demain, les subventions aux agriculteurs, on pourra très largement les financer, sauf que au lieu de passer par Bruxelles, de prendre des mois et de se ramasser le drapeau bleu aux étoiles d'or au passage,
ça sera des subventions directement de la République française à ses agriculteurs. Donc on pourrait dire que De Gaulle était rétif à ce projet pan-européen. Absolument. Et que peut-être, c'est une hypothèse, mais qui a certainement une vraisemblance, que 68 est peut-être la première révolution de couleur. Ah oui, ça c'est tout à fait exact. Alors, je voudrais, pour bien clarifier l'esprit des gens et des auditeurs, De Gaulle a compris qu'il ne pouvait pas en sortir. Il a rêvé à ce moment-là de la France comme une troisième voie. C'est quelque chose qui l'aura poursuivi, même dans ces histoires de participation des travailleurs en matière économique. Ou le fameux discours de Phnom Penh. Voilà, il voulait être une troisième fois entre l'ultralibéralisme américain et le soviétisme. Il pensait que la France, c'était son rôle. Et il pensait que la France pourrait redevenir la France du grand siècle. Vous savez, Le Canard enchaîné le caricaturait sous la forme de Louis XIV. Il avait demandé à Malraux de remettre plein d'argent dans Versailles, parce que Versailles, à la fin des années 50, c'était la catastrophe. C'est la Ve République qui a commencé à réhabiliter le château de Versailles, etc. Il y avait quelque chose de la monarchie Louis XIVe dans le comportement de Gaulle. Et De Gaulle, n'oubliez pas que sous Louis XIV ou sous Louis XV, toute l'Europe des cours parlait le français. Donc De Gaulle s'est dit, eh ben, j'hérite de ce projet, je vais couper les ponts avec les États-Unis, et je vais subvertir ça pour en faire une machinerie fonctionnant en faveur de la France. D'où son projet d'agriculture où il faisait payer les Allemands, d'où aussi son projet de traité franco-allemand de l'Élysée, où il fait en fait un traité très bref avec Adenauer, où il montre en fait qu'il s'agit de développer les relations franco-allemandes. Mais c'est là qu'il va se heurter à un os. C'est qu'il a essayé ce que les géopoliticiens appellent un découplage géopolitique entre l'Allemagne et les États-Unis. Il dit, d'ailleurs, il le dit à perfide, il dit, dans cet attelage franco-allemand, sachant que l'Italie pèse peu parce qu'elle est encore très pauvre, tout le mezzogiorno est pauvre, et que le Benelux pèse peu. Les deux géants de l'Europe des East, c'est l'Allemagne et la France. Et la France est plus grande, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, la France est la seule puissance nucléaire, la France a encore, a un rayonnement mondial avec la présence de Gaulle, elle a l'agriculture la plus puissante, c'est le pays le plus vaste, etc. Donc, sur presque tous les sujets, la France est numéro 1 dans l'Europe des East, sauf sur deux sujets, l'industrie et la monnaie, où là, l'Allemagne de l'Ouest est déjà dominante. Et donc, De Gaulle va essayer de découper l'Allemagne des États-Unis, et il fait ce projet où il est question des relations franco-allemandes. Dans le traité franco-allemand de l'Élysée, il n'est question ni des États-Unis, le mot n'y est pas, ni du Royaume-Uni, ni du GATT, c'était ce qui est devenu l'OMC, ni de l'OTAN, tout ça, il a chassé ça. Or, le rame s'est noué au début des années 63, donc le traité franco-allemand de l'Élysée, c'est début 63. En juin 63, au moment de la ratification par les parlementaires allemands, le Bundestag a introduit un protocole interprétatif à la demande des États-Unis, parce que ce que De Gaulle n'a pas voulu voir, c'est que l'Allemagne de l'Ouest, il y a des dizaines de milliers de soldats américains en Allemagne de l'Ouest. Premièrement, c'est que c'est un pays sous domination américaine. Et De Gaulle a aussi sous-estimé un point très important, c'est que les Allemands, s'ils doivent choisir entre les États-Unis et les Français, choisiront les Allemands. Choisiront les Américains. Je dis les Allemands, je répète, s'ils doivent choisir entre les Américains et les Français, choisiront les Américains, pour toute une série de raisons, et notamment quelque chose qu'on sous-estime en France, c'est l'importance de l'immigration allemande aux États-Unis. Vous avez beaucoup d'Américains, Marlène Dietrich, Boeing, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, etc., qui sont d'origine allemande. Vous avez dans tout le nord-ouest des États-Unis des communautés d'origine allemande très importantes, parfois majoritaires. La capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Donc il y a les Américains ne sont pas des Anglais. Les Américains, c'est un mélange. D'ailleurs, on les appelle les Anglo-Saxons, c'est pas pour rien. Les Américains, c'est un mélange d'Anglais et d'Allemands qui ont apporté un côté extrêmement carré, méthodologique, etc., qu'on mis ça dans la civilisation américaine. Alors pourquoi c'est si important ce que je dis là ? Parce qu'en fait, le protocole interprétatif voté par les députés du Bundestag en juin 63 remet dans le traité tout ce que De Gaulle avait voulu enlever. Il est question des États-Unis, il est question de l'OTAN, que l'Allemagne participe à l'OTAN. Il est question du fait que l'Angleterre a vocation à entrer dans le marché commun. Il est question du GATT, etc. Tout ce que De Gaulle ne voulait pas. Et à ce moment-là, De Gaulle va dire à Perfit un soir, à l'Élysée, il est de mauvaise humeur, et il dit à Perfit,
les Allemands avaient été mon grand espoir, ils sont mon grand désappointement. Et donc il veut changer de stratégie. Et à ce moment-là, Perfit lui dit, vous trouverez tout ça dans le C'était de Gaulle de Perfit, le tome 2, qui est une mine pour comprendre la situation contemporaine. Et Perfit dit à de Gaulle, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de Gaulle dit, eh ben écoutez, la fin du marché commun, ça ne me dérange pas. Et Perfit dit, mais comment ça, vous pouvez pas dire ça, la jeunesse pense qu'on peut pas faire autrement que la construction de l'Europe. Et de Gaulle dit, mais non, pas du tout, ça, ce sont des comment dirais-je, des gens qui ont voulu mettre ça dans la tête des gens, ce sont des fumistes, je crois qu'il emploie cet adjectif, ont voulu mettre ça dans la tête des gens, mais en réalité, la France s'en tirera très bien autrement, et dit-il, le monde est vaste, et la France a un grand rôle à y jouer. Et c'est à partir de ce moment-là, juin 63, les députés du Bundestag lui poignardent dans le dos. Aussitôt, de Gaulle, dans sa tête, change complètement la stratégie de la France. Et il se dit, on va torpiller cette construction européenne qui sert les intérêts américains, et moi je vais lancer un autre projet d'une France rayonnante. Il téléphone, il fait venir à l'Élysée, dans les semaines suivantes, Edgar Faure, auquel il dit, vous allez aller à Pékin, Edgar Faure va aller fin 63 à Pékin pour négocier la reconnaissance de la République populaire de Chine. Il faut comprendre qu'à l'époque, la République populaire de la Chine était isolée. Les Américains interdisaient aux pays occidentaux de reconnaître la République populaire de Chine. Il fallait qu'on reconnaisse Taïwan, l'île de Formose, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que la Chine, à l'époque, c'était l'équivalent du Venezuela ou de l'Iran d'aujourd'hui. C'est-à-dire le pays pestiféré dans les médias occidentaux, etc. Et donc, de Gaulle fait une prise de judo, si l'on peut dire. Il dit à Edgar Faure, vous allez là-bas. Et le 30 janvier 64, il fait une conférence de presse qui a été un retentissement mondial, où il décide de reconnaître la Chine de Mao. Bien entendu, de Gaulle n'était pas devenu communiste. Mais ça veut dire que de Gaulle reprenait la grande tradition des Capétiens, lorsque François Ier, encerclé par l'empire des Habsbourg de Charles Quint, décide de faire, d'une part, alliance avec les princes protestants qui viennent d'apparaître, dans ce qui est aujourd'hui la Bohème, enfin aujourd'hui la République tchèque, et d'autre part, en 1526, l'alliance avec Soliman le Magnifique, avec le Grand Turc, au grand scandale de la chrétienté. Et donc de Gaulle n'a pas arrêté de chercher des alliances de revers. En 66, il va en Union soviétique. Ça aussi, c'était interdit par les Américains. Ils interdisaient qu'il y ait des échanges au niveau des chefs d'État et des membres de gouvernement. De Gaulle va en URSS. Il est reçu en très grande pompe par ce qu'on appelle la Troïka à l'époque, c'est-à-dire Brejnev, Kosygin et Podgorny. Il lance la grande commission mixte franco-soviétique. C'était pas qu'il était communiste. Au contraire, il avait toujours lutté contre le communisme, mais c'est que de Gaulle avait compris l'essence de la France et comment notre puissance devenue moyenne au XXe siècle et au XXIe siècle devait se comporter. Pouvait s'adapter. Et alors, le débat aujourd'hui, puisqu'on en arrive à l'époque contemporaine, c'est que de Gaulle a été évacué en 69, après les événements de mai 68, où je suis 1000 fois d'accord, frère Thierry, avec ce que vous venez de dire, c'est que c'est une déstabilisation venue des États-Unis, ça c'est certain. Bien sûr. Et ce qui est très amusant, que 68, en dehors que ça a ébranlé ce pouvoir gaulliste, c'était un reflet de la contre-culture américaine. Oui. Mais on avait les grandes radios périphériques, Europe 1, RTL, etc., étaient en faveur de mai 68. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez un personnage qui est toujours là, qui est Cohn-Bendit, qui est lancé à cette époque, et que l'on retrouve aujourd'hui, qui est favorable à En Marche, et qui est favorable au transfert du siège au Conseil de sécurité de la France à l'Union européenne. Le fil rouge de Cohn-Bendit, sous ses couverts de maoïstes et révolutionnaires, c'est en fait quelqu'un qui a toujours servi au mieux les intérêts des États-Unis d'Amérique, au point même que dans les années 80, il est allé en Allemagne, il s'est fait élire député des Verts, et il était le seul député vert à militer pour l'installation des Pershing américaines contre les SS-20 soviétiques. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir qu'aujourd'hui, bien que Madeleine se soit un peu retiré de la vie politique, ils étaient au fond aux deux antipodes des barricades, de chaque côté des barricades. Et ils représentaient des projets apparemment politiques divergents. Et aujourd'hui, ils sont très amis. Et on voit que la société actuelle, on est très loin de l'époque gaulliste, qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse? Des mythes, Erasmus,
Et le choix être libéral-libertin ou libertin-libéral. C'est à peu près ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc De Gaulle a été déstabilisé par les États-Unis. Ceux qui ont sauvé le soldat De Gaulle, c'est Moscou. Les accords de Grenelle, si on comprend bien ce qui s'est passé, c'est que la CGT, le Parti communiste, voilà, ont en fait sauvé la peau de Gaulle. De Gaulle a quand même été largement ébranlé. Et puis un an après, il a cherché une porte de sortie. Il est parti. Et donc, depuis lors, chaque décennie qui s'est produite, on a assisté à des attaques et à une rétraction des deux grandes forces qui avaient fait échouer la CED en 1954, la Communauté européenne de défense, les gaullistes et les communistes. Et ces deux grandes forces, qui sont en fait celles qui ont fait 55% des voix au référendum de 2005. Elles sont toujours là, potentiellement. Vous avez des Français patriotes de droite et des Français patriotes de gauche, qui sont en gros les gaullistes et en gros les communistes. Bon. Et ils ont été neutralisés. Comment ont-ils été neutralisés ? Côté communiste, ça a duré jusqu'à la fin des années 70. Après, il y a eu les eurocommunistes et ci et ça. Et progressivement, le Parti communiste qui tenait des propos beaucoup plus sévères encore que ceux que je tiens contre la construction européenne jusque dans les années 80, progressivement est devenu un parti pro-européen. Et côté droite, le grand criminel, si on peut dire, en l'espèce, c'est Jacques Chirac. C'est-à-dire que Chirac a vendu il a transformé le parti gaulliste en un parti européiste, fédéraliste, et il a laissé la jachère pour le Front National qui s'en est en partie emparé. C'est ça qui est important, que les gens se sont pas rendus compte. On parlait de l'Europe des nations, et aujourd'hui on est arrivé à une Europe supranationale. Ça, c'est Maastricht. Ça, c'est le traité de Maastricht. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Supériorité du droit européen sur le droit national. D'après vous, quelles sont les conséquences négatives de l'Europe moderne ? Je pense que ce serait plus facile si vous m'aviez posé la question quelles sont les conséquences positives, parce que je n'en vois aucune. Je ne vois aucune conséquence positive. On est lancé dans une procédure d'Europe fédérale qui ne dit pas son nom et qui, en fait, est la négation même de la démocratie en France. Désormais. Alors, parlez par exemple de la Commission européenne. En quoi est-elle démocratique ou antidémocratique ? D'abord, elle n'est pas démocratique en ce sens que personne n'a été élu. Bon, déjà, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés. Donc déjà, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose qui est plus grave encore, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est tout le problème de la construction européenne. C'est que c'est une construction artificielle et artificieuse. Alors, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous devrions partager notre avenir ? Je vais vous poser une question. Les Hongrois. Oui. Les Italiens, on pourrait les classer dans les eurosceptiques. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui, oui. Ces deux gouvernements ont une certaine sens de leur patrie, de leur culture, de leur identité, qu'ils sont prêts à défendre. Mais pour autant, ils ne remettent pas en cause la structure européenne. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? J'explique ça parce que il y a une liberté de parole et d'expression différenciée selon les pays d'Europe. Je pense, c'est mes idées personnelles que je vous livre, je pense que les pays de tradition catholique romaine, ce qui est le cas de l'Italie, ce qui est le cas de la France, de l'Espagne, du Portugal, sont des pays fondamentalement de dogme, des pays dogmatiques. En plus, ils ont été conquis par Rome, donc il y a une espèce de sacralisation du pouvoir. Et dans ces pays, on a vraiment on le disait en début de cet entretien, une espèce d'hystérisation du débat que nous tenons. Par le débat que nous tenons là en ce moment, qui est un débat, je crois, de qualité, qui est un débat, on n'est pas des énervés, on rappelle les phénomènes historiques. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est pouvoir en débattre avec les grands leaders des autres partis politiques. Ce débat, en fait, est interdit en France, dans tous les grands médias, depuis maintenant des décennies entières. Parce que, soit vous êtes pour la construction européenne, soit vous êtes bon à jeter au chien. Alors que dans le nord de l'Europe, plus vous montez dans le nord de l'Europe, plus vous avez affaire à des pays qui, justement, se sont rebellés à la Renaissance contre le magistère de Rome, sont devenus des pays protestants. Pas la Hongrie. Pas la Hongrie, c'est exact. Alors, ce qui est amusant, que la Hongrie est très attachée à son identité. Et c'était un pays
où le christianisme était en nette régression à l'époque communiste. Aujourd'hui, le chef du gouvernement est protestant. Ce protestant, dans la Constitution, fait référence à la Sainte Couronne comme symbole de la nation. Et on constate en Hongrie un retour à la pratique religieuse. Donc Oui, alors, je pense, si on veut faire une typologie des pays d'Europe, là, je parlais plutôt de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que moi, je parlais, par exemple, les pays en Scandinavie. Vous avez 5 pays scandinaves. Notez bien, donc c'est vraiment des pays très démocratiques. Il n'y a pas de décorum, il n'y a pas de pompe pour le gouvernement. Un ministre, il prend le métro, etc. Sur les 5 pays scandinaves, vous en avez 2, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé l'Union européenne et l'euro. Vous en avez 2 autres qui ont accepté l'Union européenne, mais qui ont refusé l'euro, c'est la Suède et le Danemark. Il n'y en a qu'un seul des 5 qui a accepté l'Union européenne et l'euro, c'est la Finlande, qui a une tradition historique de finlandisation. Donc, l'Angleterre, c'est pas pour rien que l'Angleterre veut sortir de l'Union européenne, que les Britanniques vont sortir. C'est pas pour rien que 60% des Néerlandais ont voté non à la Constitution européenne après la France, etc. Dans tous ces pays du nord de l'Europe, la parole est beaucoup plus libre. Dans les pays du sud de l'Europe, la parole n'est pas libre parce que on a cette espèce d'esprit de dogme. Hein. Alors maintenant, les pays de l'Est, c'est encore autre chose parce que il se trouve que hier j'étais à une soirée à l'opinion par un grand média français qui m'avait invité à une espèce de soirée. C'était le média L'Opinion. Et j'ai rencontré un journaliste polonais, justement, qui me disait ce que j'avais déjà entendu de la bouche d'autres Polonais ou d'autres Hongrois. Ils n'ont pas quitté l'URSS pour retomber sur la même chose. Ce que j'allais vous sortir. Voilà. Donc, dans les pays de l'Est européen, avec des nuances. Hein, parce ils sont vaccinés contre... Et tout particulièrement la Pologne, la Hongrie, qui ont des fortes identités nationales, eh bien, sont vaccinés justement contre ça. Et la République tchèque aussi, d'ailleurs, parce que n'oubliez pas que c'est la Prague qui a commencé la guerre de 30 ans, c'est 1618. Donc, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, qui d'ailleurs font partie du triangle de Visegrad, ont une forte identité nationale, d'autant plus que les Hongrois, vous savez, c'est un peuple très particulier, qui a une langue tout à fait spéciale. Finno-altaïque. Voilà, un peu comme les Basques. Voilà. On ne sait pas où les mettre. Voilà, on ne sait pas où mettre les Hongrois. La Bulgarie, la Roumanie, c'est encore autre chose. Eux, c'est des pays où il y a traditionnellement une espèce de complicité entre les mafias, le pouvoir. Enfin, tout ça n'est pas très sain. Et puis la Bulgarie a une tradition de fidélité à la Russie qui remonte au IXe siècle. Vous savez que c'est un peuple qui a été slavisé. Bon, donc on a des histoires très très différentes, mais qui font que au jour d'aujourd'hui, la construction européenne apparaît de plus en plus comme une camisole et comme quelque chose qui tue la démocratie, aussi bien au Royaume-Uni qu'en Scandinavie, mais aussi dans les pays de l'Est. Alors, et ce qui touche la France... Alors je vais vous poser une question, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Donc cette Europe fédérale, supranationale, qui n'ose pas... Elle n'est pas fédérale, justement. Non, mais elle cherche à l'être. Parce qu'on voit très bien des choses... Bon, le respect des langues régionales, mais pourquoi pas, au contraire. Mais l'objectif, c'est de morceler, d'atomiser les nations Absolument. Historiques. Absolument. Ça, c'est très important, parce que, justement, comme vous êtes corse, moi, je suis tout à fait favorable aux langues régionales, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand elles sont instrumentalisées. C'est ça. De même que le pouvoir donné aux régions, parce qu'actuellement, on donne de plus en plus de pouvoir aux régions d'un côté, de plus en plus à l'Europe de l'autre, et au bout du compte, c'est l'échelon national, alors, la France, l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni qui vont... Les deux questions pour terminer cette émission, mais il faudra revenir parce qu'il y a un tas de sujets à aborder. Cette Europe supranationale qui cherche à s'imposer de manière en fait non démocratique en manipulant les gens. L'Europe, c'est la paix. Il est évident qu'il n'y aurait pas l'Europe... de Bruxelles et de Strasbourg, je ne vois pas une guerre en Europe. Non, les guerres actuellement... Par contre, il ne faut pas oublier que les Européens se sont en quelque sorte suicidés au Kosovo. Il y a des risques de guerre aujourd'hui, enfin de tout temps.
c'est plutôt entre des zones très riches en déclin démographique et des zones pauvres en croissance démographique. C'est ça. Donc s'il y a des risques de guerre aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec le sud de la Méditerranée qu'avec des pays très vieillissants, comme parce que le drame de l'Europe, c'est que, sauf justement Monsieur Orban qui a pris des mesures contraires, et d'ailleurs Vladimir Poutine, mais dans l'Europe occidentale, il n'y a pas de politique même, comment dirais-je, de natalité. Deuxième problème. Et donc on a un effondrement de la natalité et de la démographie en Allemagne. Et de répondre rapidement. Est-ce que l'euro ne va pas tuer l'Europe de Bruxelles? Oui. Vous connaissez des analyses. Enfin, sinon, j'invite les personnes qui m'écoutent à aller, parce que tout ça, c'est des sujets extrêmement longs, sur notre site upr.fr, dont je me plais à rappeler qu'il est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, et qu'ils aillent voir nos vidéos et nos analyses sur l'euro. L'euro est une monnaie plurinationale, et toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, de toute l'histoire monétaire, ont toujours fini par exploser. Parce qu'il est amusant, Hayek, que vous devez certainement avoir lu en son temps, prévoyait il y a très longtemps la chute de l'Union soviétique à cause des problèmes monétaires, entre autres. Oui, parce que en fait, l'Union soviétique, c'est une union plurinationale, et avec en effet une monnaie plurinationale. Donc l'euro va finir par exploser. Simplement, c'est comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Et nous, notre mouvement politique, depuis 12 ans que je l'ai créé, j'essaye de faire comprendre aux Français que la folie, l'extrémisme, ça n'est pas de vouloir se libérer de ça, parce que ça va s'effondrer. La folie et l'extrémisme, c'est de croire que c'est notre avenir qui est écrit pour toujours et à tout jamais, alors que c'est imité nulle part ailleurs dans le monde, et que tous les prodromes de l'effondrement à venir sont désormais visibles par quiconque a un minimum de discernement. Mais sur ces belles paroles, pleines d'espoir, car en politique, il n'y a rien de pire que le désespoir. Absolument. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour de ce même micro pour reprendre ces questions autour de l'Europe. Cette conversation d'ailleurs. Je reviens quand vous voulez. Avec plaisir. On va prendre plaisir. Radio Cernéa vous dit à bientôt.